Bonjour à tous, bonjour à toutes, rebonjour à celles et ceux qui nous suivent depuis le début de la journée. Géraldine Russel, je suis rédactrice en chef adjointe chez Madines. Bonjour aux intervenants qui sont avec nous cet après-midi pour parler d'un sujet, j'allais dire, du quotidien. Finalement, on va parler des fintech, des technologies financières. Est-ce qu'elles sont le berceau de l'innovation? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre cet après-midi. Et c'est vrai que ces technologies-là, depuis les technologies de paiement, en passant par la blockchain jusqu'au NFT dont on parle beaucoup en ce moment, finalement, elles ont dépassé les rangs des seuls experts, des seuls initiés pour entrer véritablement dans notre quotidien. Alors, est-ce que c'est un secteur précurseur des innovations de demain? C'est ce qu'on va essayer de découvrir et pour ça, je suis absolument ravie d'accueillir avec nous Claire Balva, directrice crypto et blockchain chez KPMG et également fondatrice de Blockchain Partner. Bonjour Claire. Bonjour. Nous avons aussi avec nous Christine Chauvin, directrice générale de France FinTech. Enchantée. Bonjour Géraldine, Christine Charvin. Christine Charvin. Autant pour moi, navré. Et puis Bernard-Louis Roch, directeur général de Truffle Capital, fonds d'investissement spécialisé sur les fintech. Et également Thierry Maurer, directeur de centre d'affaires chez Banque Populaire Rive de Paris. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être pour entamer cette discussion, on parle effectivement beaucoup des technologies de paiement, de ces innovations autour de la finance. Qu'est-ce qui va motiver ces innovations? Est-ce que c'est vraiment les besoins des utilisateurs finaux qui vont finalement, on va dire, donner l'impulsion aux acteurs pour pouvoir innover? Ou est-ce qu'il y a d'autres leviers de l'innovation? Christine, peut-être, pour commencer. Alors, pour commencer, je pense qu'il est important de distinguer l'innovation de la technologie parce que, comme on l'a évoqué précédemment, il y a des innovations d'usage et des innovations technologiques. Pour répondre à la question sur est-ce que donc c'est les utilisateurs qui créent l'usage, je pense que ça dépend vraiment des cas. On l'a vu dans le secteur fintech depuis une dizaine d'années maintenant. Certains usages ont été créés par les entrepreneurs eux-mêmes et après il faut aller chercher l'adoption auprès des publics, et ce qui fait des réussites ou parfois des échecs. Et puis parfois, c'est l'utilisateur qui a un besoin, et là, c'est la force d'exécution de l'entrepreneur qui va faire la différence. Vous parlez de succès et d'échecs. Est-ce qu'il y a des exemples à donner peut-être sur ces deux facettes ? En règle générale, si on parle d'innovation au sens large, je peux reprendre un très vieil exemple, mais le succès du mini-disque, par exemple, il y a plus de 15 ans, a été tout relatif, alors que celui du MP3, du MP4 a été beaucoup mieux adopté par l'utilisateur. Bernard-Louis, vous voyez passer un certain nombre de boîtes fintech dans votre deal flow, comme on dit dans le milieu de l'investissement. Comment est-ce que vous caractérisez cette innovation? Est-ce que c'est très technologique? Est-ce qu'au contraire, il y a beaucoup d'innovations d'usage, peut-être de marketing aussi? Je vais répondre à votre question en vous expliquant pourquoi, alors que Truffle Capital est un fonds d'investissement qui a maintenant bientôt 20 ans et qui mise sur les innovations disruptive. Pourquoi, en 2014, nous avons décidé de nous focaliser sur la fintech? Et je pense que ça n'est pas un épiphénomène, c'est une vraie lame de fond. Et en 2014, le dernier secteur qui n'était pas laminé par la révolution de l'Internet et de l'intelligence artificielle, c'était justement la finance, pour une question notamment de régulation. Et concomitamment, l'IA, la blockchain, l'Internet des objets ont commencé à se répondre comme des traînées de poudre. Et donc, à ce moment-là, puisque nous avions créé Truffle Capital après l'avènement des réseaux sociaux, donc nous avions assisté à ces bouleversements, on s'est dit, on parle de 7 à 8% du produit national brut dans la plupart des économies. Ça n'a pas été disrupté, ça n'a pas été transformé. Il va se passer quelque chose de fantastique pendant les 10 à 15 prochaines années. Et il faut être dedans, à fond dedans, toute la journée, parce que les usages vont être transformés. Et on ne sait pas totalement aujourd'hui quels sont les usages de demain, mais on sait que ça va être radicalement différent. Comme par exemple, on n'imaginait pas, avant que Facebook, WhatsApp prennent tout leur essor,
l'ampleur que ça prendrait. Et je suis persuadé que dans les 10 prochaines années, nous allons assister à de très profondes transformations. La FinTech était donc plutôt en retard finalement par rapport à d'autres grands secteurs qui avaient pris le train de la transformation numérique en quelque sorte dès le départ. La régulation avait en quelque sorte protégé le secteur. Elle s'est ouverte, ça a commencé avec le crowdlending, le paiement, l'assurance. Il y a eu tout ce qui s'est passé autour de la blockchain, et tout ça est concomitant. Donc effectivement, c'est arrivé d'un seul coup, c'est en train de se développer, et c'est assez passionnant, parce que vous avez à la fois le côté régulation, protection, on parle des flux d'argent finalement quelque part, donc ça a toujours été régulé, et puis en même temps, toutes ces technologies qui sont en train de se répandre, et qui font qu'on est en train de voir la finance différemment. Christine, je vous voyais hocher la tête. Oui, tout à fait. C'était pour apporter aussi un petit éclairage sur la fintech française, voilà, à la française, et parce qu'on oublie souvent qu'en fait on dit qu'on a pris la vague après nos amis européens ou aux États-Unis et sur l'Asie, mais je voulais quand même rappeler qu'on était quand même précurseurs en France sur la finance dite digitale, avec notamment, alors je peux remonter jusqu'au Minitel et légèrement depuis le Minitel, mais surtout on a été les premiers à créer les banques en ligne. Donc on a été vraiment précurseurs. Et après, comme le disait Bernard Louis, on a pris du retard à cause de problématiques d'un régulateur à l'époque très conservateur, des problèmes de financement aussi, pas de capital risque, et puis des usagers, des Français qui n'étaient pas habitués à avoir des produits multi-comptoirs finalement, qui avaient un fournisseur de produits et qui ne s'étaient pas encore habitués à aller chercher le meilleur produit selon le meilleur distributeur. Thierry, vous avez vu effectivement arriver ces nouveaux acteurs dans le milieu de la finance. Comment réagissent vos clients? Est-ce que c'est effectivement une demande de vos clients de plus d'innovation dans les produits que vous proposez, dans les process peut-être aussi? Alors effectivement, la banque, c'est un métier traditionnel quelque part, mais qui est très à l'écoute. Parce que les usages de nos clients changent. Donc effectivement, on a un certain nombre d'innovations, notamment dans la fintech, qui nous apportent énormément, puisque ça répond à des usages qu'on a été incapable ou qu'on ne sait pas encore adresser. Donc clairement, voilà, je sais qu'on travaille avec certaines fintech de Truffle justement pour des usages. On a besoin aussi nous-mêmes, en tant qu'employés de banque quelque part, de dépoussiérer un peu nos façons de travailler. Donc voilà, c'est les deux choses principales. C'est-à-dire qu'on a besoin effectivement de changer l'approche ou la vision qu'ont nos clients de la banque, de faire quelque chose d'un peu plus moderne, on va dire, un peu plus sexy, parce que ça correspond aux usages. Et on a un certain nombre de briques technologiques qui arrivent, qu'on se doit de proposer à nos clients. Voilà, on n'est plus aujourd'hui en monolithe bancaire à proposer forcément les produits de notre banque, etc. Aujourd'hui, on a des environnements beaucoup plus ouverts. Et c'est passionnant. Voilà, effectivement, et je rejoins Bernard Louis. La fintech, c'est certainement dans les innovations. Alors peut-être parce que je suis banquier aussi. Hein, un des secteurs qui bouge le plus. Enfin, il y a énormément d'innovations, après lesquelles survivront aux usages, parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un marché et qu'il y ait des gens qui achètent. Ça, c'est certain. Mais voilà, la fintech, c'est vraiment passionnant et ça nous apporte énormément dans notre quotidien de banque traditionnelle. On a énormément de choses à s'apporter entre les fintech et les banques traditionnelles. Alors, il y a tous les usages qu'on voit apparaître parce qu'ils sont très tangibles. Je pense aux technologies du paiement, où on voit bien tout ce que ça va nous apporter. Il y a aussi des technologies dont on ne soupçonne peut-être même pas encore tout ce qu'elles peuvent apporter à la fois aux industriels du secteur, aux grands comptes et puis aux utilisateurs finaux. Je pense par exemple à la blockchain. Claire, est-ce qu'on imagine vraiment tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la blockchain ? Alors, on n'imagine certainement pas tout, forcément, puisque ça n'existe que depuis une grosse dizaine d'années. Par contre, on commence à voir quand même là où se situe le marché, là où sont les applications intéressantes, c'est globalement sur tout ce qui concerne la valeur numérique et les cryptoactifs ou crypto-monnaies ou actifs numériques. Alors, il y a des mots, des expressions différentes qui sont utilisées selon si on veut être politiquement correct ou pas.
Mais effectivement, on se rend compte désormais que la blockchain, ça a longtemps été le mot un peu politiquement correct pour parler de crypto. Et aujourd'hui, c'est un cas d'usage qui est devenu en fait assez politique puisqu'on touche à la monnaie. Notamment depuis que Facebook a annoncé son projet Libra, on assiste à une forme de prise de conscience à la fois des régulateurs et aussi des institutionnels sur le fait qu'on est sur des sujets politiques, voire géopolitiques. Et on se rend compte en parallèle qu'il y a un marché, puisqu'on a vu l'entrée en bourse de Coinbase, par exemple, aux États-Unis, qui est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Donc on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un usage qui va bien au-delà de ce qu'on pourrait juste appeler de l'investissement ou de la spéculation. Là encore, il y a le terme péjoratif ou pas. Mais il y a un usage aussi en termes d'accessibilité financière, de produits financiers, puisqu'aujourd'hui, on a une programmabilité de la monnaie qui est accessible à tous et pas seulement aux institutions financières. Vous avez parlé de Libra. Est-ce que, effectivement, aujourd'hui, ça va être cette concurrente-là à laquelle il va falloir répondre finalement en faisant travailler ensemble, en quelque sorte, les startups et les acteurs installés du secteur? Est-ce que c'est vraiment ça, la nouvelle concurrence qu'on voit arriver? Alors, il y a différents types de concurrence et c'est ça qui est intéressant. On assiste d'une part, effectivement, alors à l'apparition de monnaie privée. Donc ça peut être le cas de Facebook avec Libra, mais on attend quand même encore de voir ce que ça va donner. Mais ça peut être le cas demain de monnaies émises par différentes entreprises. Donc effectivement, il y a des monnaies privées. Après, il y a des monnaies, je dirais, open source, ouvertes à tous. C'est le cas de Bitcoin, de l'Ether, d'autres crypto-monnaies. On peut avoir demain des monnaies émises par des banques centrales. Donc effectivement, on se retrouve avec une multiplicité de monnaies et différents standards qu'on va devoir gérer. Alors, est-ce que ce sera géré par des acteurs très différents? Est-ce qu'il y aura des acteurs qui sauront gérer les différentes monnaies? Tout ça reste à voir. Mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est encore dans un moment où tous les standards sont en train de batailler les uns avec les autres. Christine, est-ce que c'est possible de faire travailler ensemble tous ces acteurs qui coexistent aujourd'hui sur la scène FinTech? Alors oui, puisqu'on a recensé plus de 1000 relations de partenariat juste sur l'année dernière. C'est vrai que quand le terme FinTech est apparu un peu avant 2015, on avait souvent des tables rondes qui demandaient FinTech et banque contre banque, concurrents ou partenaires. Je pense qu'on a largement dépassé ce débat aujourd'hui. Le grand sujet, et Claire a commencé à l'évoquer, c'est le sujet de souveraineté aujourd'hui. On a les big tech qui de plus en plus font des annonces avec des propositions Google et son assurance, de la proposition de crédit, tout ça grâce à la gestion machine learning et à l'analyse big data. Donc ils ont une quantité d'informations sur leurs utilisateurs qui leur permet de faire des offres ciblées et adaptées à l'utilisateur. Aujourd'hui, il est urgent de travailler ensemble, banques et fintech. Je pense que les fintech peuvent en effet apporter beaucoup aux banques par rapport à des modèles d'agilité. La culture fintech, ou start-up en règle générale, fait qu'on a le droit à l'erreur, l'A/B testing, et qu'on peut aller plus vite. Et les banques peuvent apporter énormément aux fintech, puisqu'elles peuvent proposer des vrais cas d'application, grandeur nature, et puis créer des partenariats avec ces fintech pour créer un marché. Voilà. Thierry, on parle de banque, évidemment, on se tourne forcément vers vous. Vous êtes le représentant bancaire sur ce plateau aujourd'hui. Comment est-ce que vous travaillez au quotidien justement avec ces acteurs qu'on a vu débarquer dans le milieu bancaire il y a quelques années maintenant? Alors, nous, on travaille à deux niveaux. C'est-à-dire que moi, sur mon centre d'affaires classique, je les accueille dans un premier temps comme des clients qui ont des besoins bancaires, de traitement de flux, de financement, puisqu'on intervient sur le financement des startups et de façon importante. Donc voilà, dans un premier temps, ce sont des clients. Ensuite, effectivement, moi, je vais pouvoir matcher en interne des besoins qu'on peut avoir sur le crédit immobilier, sur le paiement, parce que dans les fintech, il y a énormément de choses. Donc le paiement a une grosse partie, mais il y a aussi la partie financement, et matcher avec nos besoins. Voilà, sur le crédit immobilier, aujourd'hui, on travaille avec énormément de prescripteurs. Bon, il y a des prescripteurs un peu à l'ancienne et il y a Préto. Voilà, donc à un moment donné, on est obligé, sans forcément citer de nom, mais enfin, on est obligé
de matcher à un moment donné, voilà, encore une fois, des besoins d'usage de nos services internes, quelque part, avec la chance qu'on a de rencontrer un certain nombre de clients qui, à un moment donné, nous apportent des solutions qu'on voit tester sur de petites échelles et on fait aussi des POC, nous, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaye sur quelques clients, on regarde si ça fonctionne avant d'étendre, parce que quelque part, notre plus gros actif en tant que banque, c'est la confiance qu'on a de nos clients. Donc, des solutions qui ne seraient pas testées et éprouvées, on ne peut pas les distribuer pour au moins à ma banque 600 ou 700 000 clients particuliers, c'est juste pas possible. Donc voilà, on teste à petite échelle, on étend ensuite, éventuellement dans le groupe, et ça nous apporte énormément de choses. Mais c'est bien à un moment donné un travail au quotidien avec les fintechs comme clients. Voilà. Et si on peut avoir des passerelles avec nos services centraux, c'est du gagnant-gagnant. Cette relation entre grands groupes et start-up, elle s'est construite petit à petit. Aujourd'hui, Bernard Louis, est-ce qu'on peut dire qu'elle est bienveillante ou est-ce qu'il peut encore y avoir une forme, en quelque sorte, de cannibalisme des grands groupes vis-à-vis des petits acteurs ? Je ne crois pas du tout à le fantasme de la horde de sociétés innovantes qui détruiraient les banques et les compagnies d'assurance par une nouvelle génération de services. Je crois qu'on a plutôt tiré les leçons de ce qui s'était passé avec la révolution Internet. Et au contraire, ce foisonnement d'innovation prend son essor en grande partie parce que les banques et les compagnies d'assurance travaillent avec les fintechs. En fait, quand on parle de la banque, par exemple, la banque, c'est pas un métier. C'est plein de métiers. Et chacun de ces métiers voit de l'innovation émerger et souvent par des gens qui sont à la fois hyper spécialisés et hyper techniques. Et dans les deux cas, ils sont capables de développer des services qui ensuite vont pouvoir, pourquoi pas, travailler avec les banques. Donc nous, dans notre portefeuille de FinTech, chez Truffle, nous avons aujourd'hui 14 FinTech. On en a 6 qui ont déjà développé des partenariats commerciaux très approfondis avec des banques et des compagnies d'assurance, et 4 qui sont en train de nouer de nouveaux partenariats parce que ça fonctionne très très bien. Si on prend l'exemple de BPRI, on a une solution de paiement pour les petits commerçants qui s'appelle Smile and Pay, une solution de financement à court terme avec du scoring à base de machine learning et d'IA qui permet de faciliter l'octroi de crédit automatisé qui s'appelle Rolling Funds. On a des solutions de transfert d'argent à l'international qui s'appelle MoneySnap, ou même on parlait de blockchain. On a une solution qui permet de sécuriser grâce à une technologie de registre distribué propre, c'est MoneyTrack, de sécuriser de bout en bout le paiement à des assurés et l'affectation de ce paiement, être sûr que ça va là où ça va pour acheter ce qu'on veut. Donc vous voyez, les collaborations entre groupes d'assurance, de banques, industrielles et les fintechs sont en train véritablement d'exploser. C'est possible, ça se fait et ça fonctionne. Christine, je vous voyais... Non, c'était juste pour aller dans le sens de Bernard Louis. Nous, au sein de France FinTech, sur nos membres qui sont représentatifs du paysage français, on a 70% des fintechs qui proposent des offres en service B2B. Ou B2FI, ce qu'on appelle avec les institutions financières. Mais c'est vrai que les utilisateurs connaissent Lydia. On n'entend que ce mot-là chez les jeunes et les plus vieilles générations. Mais il y a énormément de services qui sont développés pour les professionnels. Alors, vous l'avez dit, ce que les banques notamment peuvent apporter à ces nouveaux acteurs, c'est aussi la connaissance du cadre réglementaire, qui est quand même assez ardu dans le milieu financier. Est-ce que finalement, ce cadre réglementaire, aujourd'hui, il est adapté en quelque sorte pour permettre l'innovation ? Je me tourne vers vous, Claire. Alors, moi, j'aurais un avis déjà sur la question précédente, un tout petit peu plus nuancé. Je pense pas que les banques vont mourir et qu'on va assister à un remplacement, pas du tout. En revanche, aujourd'hui, moi, sur mon sujet qui est celui de la blockchain et des cryptos, je vois une sorte de différence de traitement, j'ai envie de dire, entre les potentiels usages qu'on peut faire de ces technos.
C'est-à-dire que derrière le mot blockchain, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a un sujet très informatique, DSI, c'est-à-dire ce dont Bernard lui parlait, par exemple, aller sécuriser des choses, faire une sorte d'innovation incrémentale en fait avec la blockchain, se servir de cette technologie pour des choses qui ne sont pas ce pourquoi elle a été créée à l'origine. Et après, il y a un sujet qui est peut-être plus long terme, plus stratégique, qui est celui des cryptos. Et sur le premier sujet, moi, je vois tous les acteurs s'en emparer, et c'est très bien. En revanche, sur le deuxième sujet, qui en fait est quand même le plus stratégique, parce que c'est de l'innovation de rupture, donc c'est aussi plus difficile à aborder. Moi, sur celui-là, je vois une forme de résistance des acteurs traditionnels pour plein de raisons, pour des raisons de réputation, parfois pour des raisons réglementaires. Alors, voilà, on pourrait en parler longtemps. Mais du coup, ça me rend peut-être un peu moins, je dirais, optimiste sur cette collaboration, parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de frictions. Alors, on tente de les résoudre, il y a beaucoup de groupes de travail, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que les acteurs bancaires aujourd'hui sont soumis à une réglementation qui est très lourde. Ils ont toute la charge du KYC de leurs clients. À côté de ça, on a un écosystème qui est naissant, qui peut donc pas d'un coup encaisser la même réglementation. En plus, on est sur des technologies différentes, donc la réglementation doit s'adapter aussi. Et donc, on assiste à cette friction. Alors parfois, je le compare à ce qu'on a vu entre les taxis et Uber qui déboulent avec un service complètement nouveau et qui, du coup, n'a pas besoin des mêmes licences, etc. Et donc forcément, il y a parfois des désaccords. Je pense que ça va se résoudre, mais en tout cas, aujourd'hui, moi, j'assiste à autant de collaboration que de tensions. Est-ce que ça peut devenir, ces nouvelles technologies, ces nouveaux acteurs, est-ce qu'ils peuvent définir de nouveaux standards, que ce soit en termes réglementaires ou en termes d'usage d'ailleurs ? Bien sûr, alors en termes réglementaires, c'est déjà le cas, puisqu'il y a eu beaucoup de travail qui a été effectué, par exemple, avec l'autorité des marchés financiers. Il y a un label aujourd'hui qui s'appelle le label PSAN, pour prestataire de services en actifs numériques, qui est nécessaire si vous voulez opérer en France en tant que plateforme d'échange et que si vous voulez faire de la conservation de crypto-monnaies. Donc il y a déjà quand même une réglementation qui a été issue du travail entre les acteurs de l'écosystème et le régulateur, et je pense que ça va continuer à être le cas. Mais disons qu'on est toujours sur le fil, parce qu'on a une réglementation qui est plus stricte que nos voisins. Et donc toute la question, c'est il faut arriver à protéger le consommateur, et en même temps, il ne faut pas non plus nous priver de faire émerger des champions, parce que sinon, on va assister à la même chose qu'avec Internet, avec des champions qui seront aux États-Unis. Alors, Bernard Louis, on a une réglementation très stricte, trop stricte peut-être, pour permettre vraiment l'innovation ? C'est un des sempiternels problèmes de la régulation et de l'innovation. La régulation va toujours courir après l'innovation, parce que l'innovation arrive avant, et quand on fait quelque chose de nouveau, on ne trouve pas forcément le cadre. Donc beaucoup de fintech ont besoin, pour exercer pleinement leur activité, d'un agrément, mais sur une petite partie d'un agrément existant plus large, de prestataire de paiement ou autre, et ce n'est pas toujours adapté. Ce qu'il faudrait, objectivement, c'est une sorte de zone grise, on peut appeler ça bac à sable, sandbox, où on permet à des fintechs de tester leur concept, l'acceptabilité du concept, et puis la faisabilité technique, et surtout l'appétence du marché. Parce que ça ne sert à rien de déployer une équipe de 10, 15 personnes hyper pointues en réglementaire, si jamais derrière, il n'y a pas d'appétence, il n'y a pas de marché, ou ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'on aurait beaucoup à gagner en France à avoir cette espèce de période transitoire où on permet à des sociétés innovantes de tester pendant une durée, pour une certaine taille, des services, et si jamais c'est un succès, ensuite de leur expliquer ou de leur ouvrir la voie à une réglementation plus complète. Un droit à l'expérimentation, en quelque sorte. Christine, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, sur cette partie régulation, je pense qu'on a évoqué le débat du crowdfunding en 2014. Et au départ, il y avait énormément de friction avec ces nouveaux acteurs du financement participatif. On est arrivé à avoir un cadre juridique. Je pense à un gros dossier, alors un peu technique, c'est DSP2, la deuxième directive sur les paiements, où là, on peut le dire, c'est passé maintenant, mais on était en frontal face aux établissements bancaires traditionnels. C'était sur une partie d'agrégation de données, de partage, et c'était des éléments après techniques d'API, par exemple. Mais finalement, oui, c'est long, mais on y arrive, on arrive à créer des cadres réglementaires. Et sur la partie expérimentation et test, même si, alors, en tant que délégué général de France FinTech, on aimerait que les régulateurs français aillent plus vite sur les obtentions d'agréments, parce qu'on a des pays européens
qui nous surpasse en termes de délai et qu'on veut que nos champions français restent en France et n'aillent pas demander l'agrément dans un autre pays. Mais il y a vraiment des efforts qui ont été faits de la part des régulateurs. Je pense notamment au pôle commun AMF, ACPR. Je pense qu'il y a 30 ans, c'était inimaginable d'avoir un bureau commun dédié aux startups et que de plus en plus, il y a des essais, je pense aux essais sur la blockchain et la crypto-monnaie. L'ACPR et la Banque de France ont commencé à lancer des programmes en faisant un appel à la contribution des startups pour essayer de définir un cadre et de déterminer à peu près quelle pourrait être l'enveloppe législative. Voilà. Mais on a encore beaucoup de progrès à faire et c'est pour ça que je rejoins Claire, notamment sur toute la partie crypto qui est un gros irritant aujourd'hui au sein de l'écosystème. Voilà. On apprend en marchant aussi, mais finalement, est-ce que ces nouveaux acteurs sont suffisamment accompagnés, sont suffisamment bien financés aussi, parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre. Est-ce que tout ce qu'on fait à l'heure actuelle pour ces acteurs-là est suffisant par rapport à leur potentiel de croissance? Peut-être Thierry, est-ce que vous accompagnez finalement suffisamment ces petits nouveaux, j'allais dire qu'ils n'en sont plus vraiment, mais... Alors, sur la fintech ou sur l'innovation en règle générale, c'est pas nous les premiers interlocuteurs en termes de financement, clairement. Même si on intervient régulièrement, c'est forcément en complément des acteurs traditionnels, BPI sur la partie dette, mais les fonds d'investissement, clairement, c'est à un moment donné, quand nous on prend 1% d'intérêt sur un crédit, on ne va pas prendre le même risque, c'est pas notre rôle qu'un investisseur qui a sur des TRI beaucoup plus importants. Donc voilà, la règle de base, c'est celle-là. Clairement, on accompagne, mais on sera toujours l'accompagnateur quelque part quand tout va bien. Quand on a une visibilité suffisante pour maîtriser notre risque. Donc le premier pas, effectivement, c'est quand même clairement sur ces métiers, et certains très émergents, aux investisseurs de jouer leur rôle. Les investisseurs, évidemment, je me tourne vers vous, Bernard Louis. On le disait tout à l'heure que le private equity n'a pas toujours été là pour financer les fintechs. Aujourd'hui, ça fait partie des secteurs qui rassemblent le plus de fonds. Est-ce qu'on en fait maintenant assez ou est-ce qu'il faudrait en faire encore plus ? C'est vrai que le private equity ignorait un peu les fintechs il y a 7-8 ans et ça a changé. Vous avez raison. D'abord, le private equity s'est plutôt pas mal développé. Et dans le private equity, sur la partie innovation, la fintech est en train de devenir le premier segment. Ça représente à peu près 20% des investissements des VC européens dans la fintech, dans la technologie. Donc ça devient très consistant. Est-ce que c'est suffisant ? Moi, je ne pense pas que ce soit suffisant parce qu'on parle de la transformation du plus gros secteur industriel du monde. 7 à 8% du PIB dans le monde. Donc, ce n'est pas suffisant ce qui se passe actuellement. Et puis, ça va durer. Il y aura certainement, comme une courbe sinusoïdale, si vous voulez, mais croissante, il y aura des hauts et des bas. Mais globalement, ça va croître. Et il faudra beaucoup plus d'investissements pour arriver à véritablement transformer le paysage. Mais il faut bien admettre que ça y est, c'est parti. Alors, on verra combien est-ce que vous êtes prêts à mettre sur la table. Mais Christine, effectivement, on voit qu'il y a une notion, évidemment, de financement. Il y a aussi une notion d'accompagnement. Est-ce qu'on a aujourd'hui les structures pour pouvoir bien accompagner, y compris des boîtes très, très tôt qui se lancent sur certaines verticales forcément un peu risquées ? Je pense que par rapport au paysage français, encore une fois, mais qu'on peut mettre en perspective par rapport à nos voisins européens, sur les financements, oui, on est parti plus tard que le Royaume-Uni ou que l'Allemagne, mais bonne nouvelle, cocorico, on a la plus forte croissance sur le premier semestre 2021. Voilà, donc on rattrape. Je regardais les chiffres tout à l'heure, on est à 1,8 milliard de financement des fintechs françaises, quand l'Allemagne est à 2,5. Bon. Et le Royaume-Uni à 6,5. Mais on progresse, on croit plus vite encore une fois. Clairement, nous, dans les startups membres de France FinTech, il y a quand même des besoins encore en amorçage et sur ce qu'on appelle aujourd'hui les méga rounds, donc les très gros tickets. On sait que les chiffres que je vous ai donnés pour nos voisins européens sont dus à quelques très très grosses opérations. On peut en citer quelques-unes aux États-Unis. Il y a eu Stripe, il y a eu Klarna en Suède, voilà. Donc là, il y a encore besoin artificiellement
globalement, les chiffres aussi, les moyennes ne sont pas du tout les mêmes, quoi. Voilà, alors après, on peut parler de valorisation, etc. Mais le fait est que en France, on rattrape le retard. On n'est pas encore au niveau des voisins européens. Mais après, sur la partie accompagnement global, je pense qu'on a quand même réussi à construire en quelques années un écosystème solide. J'ai évoqué, il y a les acteurs privés, les organisations, les associations, les acteurs publics qui l'État accompagne de plus en plus. On a de la chance d'avoir un niveau d'écoute au sein des cabinets ministériels et de compréhension des sujets qui a vraiment progressé en une dizaine d'années. Et puis après, je pense que il va falloir passer à la vitesse supérieure, en effet avec les financements, mais on a aussi un indice, c'est les formations. On est excellent en France sur les formations en data science, en mathématiques, en finance, et de plus en plus, on a des indicateurs, des signaux qui nous montrent qu'on a des talents qui étaient partis dans la Silicon Valley qui reviennent en France, au premier rang desquels le docteur Luc Julia, qui a fait la une de certains journaux, mais on en a de plus en plus. Nous, on y travaille. Après, il y a une notion de, on en revient au financement, mais de rémunération aussi de ces talents, parce qu'on n'est pas sur les mêmes échelles que les big tech. Voilà. Claire, est-ce que cet accompagnement, ces financements qui arrivent progressivement de plus en plus, ça peut permettre à la France de devenir un porte-drapeau peut-être européen, peut-être mondial, sait-on jamais, notamment sur la blockchain et les cryptos, comme d'ailleurs certains pouvoirs publics le proclamaient il y a encore quelques années? Oui, alors c'est vrai, j'avais oublié ça, mais c'est vrai. Le financement, c'est un des aspects, c'est pas le seul. Mais c'est vrai que quand on voit que les startups atteignent un certain niveau, elles vont souvent chercher du financement à l'étranger, et notamment aux États-Unis ou au Royaume-Uni plutôt qu'en France. C'est vrai que c'est dommage parce que du coup, ça crée une difficulté, une étape supplémentaire à passer. Donc, moi, je soutiens toutes les initiatives qui sont prises en ce moment pour la création de fonds dédiés aux startups, blockchain, crypto. Je trouve que c'est une excellente nouvelle parce que ça va permettre de développer plus vite l'écosystème. Après, c'est pas le seul, c'est pas le seul élément. Hein. Il y en a plein d'autres. Il y a la réglementation. Il y a le fait de promouvoir aussi cet écosystème et d'avoir un discours politique qui soit positif. Aujourd'hui, moi, je vois plein d'entrepreneurs crypto qui vont à l'étranger parce que, en fait, ils se sentent pas bienvenus, parce que ils trouvent que la fiscalité est un peu trop élevée, parce que on leur a refusé l'ouverture de compte en banque, parce que ils trouvent que le ministre ou que la Banque de France a eu un discours pas positif sur leur activité, donc ça leur donne, humainement, ça leur donne pas envie, quoi. Et je pense que ce côté communication, il est hyper important. Parce que ça donne envie aux gens de revenir. Et quand il y avait eu cette tribune, je crois que c'était de Bruno Le Maire à l'époque, qui avait dit il faut qu'on devienne je ne sais plus si c'était Blockchain Nation ou Crypto Nation. En fait, il y avait plein d'entrepreneurs à l'étranger qui avaient dit finalement, je me dis peut-être que ça vaut le coup de revenir. Alors après, il y a toujours qu'est-ce qui est fait réellement, mais je trouve que cette communication, elle est importante. Thierry, peut-être pour le mot de la fin, c'est bien de le dire, c'est mieux de le faire. Il reste encore des choses à construire avec ces nouveaux acteurs pour effectivement que la France reste une grande nation dans le secteur des fintech. Visiblement, on a encore plein de clients à accompagner, donc c'est une excellente chose. La réglementation doit évoluer sur les cryptos. Clairement, on a un sujet, voilà, mais c'est pas mon sujet. C'est-à-dire, c'est le sujet global. Et donc, on a plein encore de beaux projets d'entrepreneurs à accompagner sur les prochaines années en tant que banque traditionnelle, et c'est une excellente chose. C'est plutôt positif, il y a de quoi être optimiste, ça fait plaisir, et puis ce sera le mot de la fin pour cette table ronde. Merci à tous les quatre d'avoir été parmi nous. Merci aussi à vous, public, de nous suivre, et puis restez avec nous pour la prochaine table ronde qui sera un petit peu plus écologique, puisqu'on va essayer de concilier commerce et développement durable. C'est pour savoir est-ce qu'ils sont vraiment compatibles, animé par ma collègue Anne Taffin et par la journaliste Lorraine Boudard, journaliste chez TechTrash. Merci beaucoup à tous les quatre. Bon après-midi. Merci à vous. Merci beaucoup.